3, 2, 1... Salut à tous, c'est le 6ème homme, bienvenue sur la chaîne NBA de Basket Info. Aujourd'hui, avant de vous proposer un petit concours avec Basket le Mag, en fin de vidéo, on continue mon top 100 all-time. Et ouais, je vous rappelle que si vous voulez suivre mes choix quotidiennement, c'est sur Instagram que ça se passe. Chaque jour, j'y dévoile un joueur bien avant d'en parler sur YouTube. C'est donc là-bas que vous aurez la primauté de mon top 100. Par contre, ce qui est cool dans l'idée de le refaire ici, c'est que j'ai le temps de développer, et ça je kiffe. Donc today, je vais le faire pour mes places allant de la 60e à la 41e. Alors je le sais, comme d'habitude, ça va mettre des pouces rouges, ça va crier au blasphème, ça va râler, ça va s'offusquer. Et j'avoue, c'est beau cette passion qui vous anime. Certains, on dirait que vous jouez votre vie pour une place dans Stop. Je trouve ça ouf. Alors à la fois, j'arrive à trouver beaucoup de positifs dans tout ça, mais pas que. Il y a des débats entre abonnés qui ont clairement dépassé les bornes en commentaire. J'ai lu de grosses insultes et j'ai été obligé de censurer des messages pour la première fois de ma vie. Je trouve ça assez dingue quand même de devoir en arriver là. En vrai, c'est rigolo la fermeture d'esprit de certains qui pensent détenir une vérité ultime qui n'existera jamais. Moi, je trouve ça cool que vous soyez passionnés, je trouve ça cool que vous soyez en désaccord avec moi, mais on est entre potes ici, reste épice. Après, c'est normal, personne n'aura jamais le même classement que moi. Tout le monde n'a pas la même sensibilité sur le basket. Tout le monde également ne maîtrise pas les époques de la même façon. On a forcément tous un regard différent qui dépend de tout ça. Puis surtout, et c'est bien ça le plus important, chacun hiérarchise les critères à sa manière. Et ouais, y a vraiment pas de loi qui fait foi là-dessus. Soyez juste conscient d'une chose. Pas besoin de me sortir des trucs du genre. Oui, mais lui, il a été élu MVP. Ou encore, ouais, mais lui, il a plus de bagues. Je le sais tout ça. Ça fait des années et des années que je m'intéresse au basket. J'ai taffé à fond la carrière de tous ces joueurs. J'ai lu des bouquins, découvert des portraits, demandé des avis. J'ai même déniché des anecdotes et regardé des matchs complets autant que possible. Croyez-le ou non, mais rien n'a été laissé au hasard dans mon classement. Par contre, parfois, je donnerai plus ou moins d'importance à un critère que vous le ferez. Parce que oui, c'est ça le pire lorsque l'on évalue la greatness d'un mec. Certains trophées pourront avoir une énorme importance pour certains joueurs et beaucoup moins pour d'autres joueurs. Clairement, le contexte, mais aussi la vision subjective de chacun rentre beaucoup en jeu ici. Aucune formule mathématique ne permet de faire ce top et c'est justement ce que je trouve cool. Ce qui est un blasphème pour les uns ne l'est pas forcément pour les autres. Mais rappelez-vous, le but c'est juste qu'on passe un bon moment tranquillou tous ensemble. Alors please, soyez détendus, arrêtez de vous traiter de tous les noms en commentaire et surtout écoutez-vous. Ça sert tellement à rien de se prendre la tête sur un truc si subjectif. C'est comme si Gérard insultait Michel parce qu'il trouvait le bleu plus beau que le vert. Bravo la maturité. En fait, moi j'ai juste envie de poser mes coronesses sur la table et de vous livrer mon top 100. Alors plutôt que d'utiliser votre énergie dans la haine, utilisez-la pour faire de même. Croyez-moi, même si je ne serais pas forcément d'accord avec vous, je regarderai ça avec un immense intérêt. Car ouais, l'exercice est difficile et blasphème ou pas, j'ai un immense respect pour ceux qui se sont prêtés au jeu. Je remercie d'ailleurs les copains de Trash Talk qui ont lancé le concept sur YouTube français. Franchement, je trouve que ça tue de comparer nos opinions à ce propos et d'autant plus en cette période compliquée. Donc surtout, retenez que sur cette planète, personne, mais personne ne pourra jamais avoir la prétention de détenir la vérité à ce sujet. Ni vous, ni nous. Alors avant de commencer, prenez une tisane, mettez vos pieds sur la table, relâchez vos petites épaules, enveloppez-vous dans votre plus beau plaid et détendez-vous. Des désaccords, il y en aura et il n'y a pas mort d'homme. Moi là, je vais juste essayer d'expliquer pourquoi j'ai mis un joueur à telle place et pas un autre. D'ailleurs, pensez à aller voir la première vidéo de cette playlist si vous voulez que je vous réexplique ce que j'évalue. Ça vous permettra de jeter également un œil au lexique de tous les pictos que je vais utiliser par la suite pour illustrer ma vidéo. C'est important et certains abonnés méga cool ont même mis le timecode dans les commentaires, alors go checker. Je vous affiche également pendant quelques petites secondes le récap des places déjà dévoilées. Je ne vais pas laisser ça longtemps à l'écran, alors je vous invite à mettre sur pause si vous voulez l'observer attentivement. Franchement, déjà, il y a de quoi bien débattre. Mais bref, voilà, encore une fois, je viens de faire une intro méga longue, je crois que j'arrive pas à m'en empêcher. Même si j'arrive à avoir beaucoup de recul sur la situation, ça me semblait important de rappeler tout ça. Faites l'amour, pas la guerre, surtout en cette période, je peux compter sur vous? J'espère que oui, alors c'est parti pour les places 60 à 41 de mon top 100 all-time des joueurs en NBA. On commence par mon numéro 60, Earl Monroe, la légende des playgrounds de Philadelphie, sa ville d'origine. À 14 ans, le mec martyrisait tous les adultes sur les terrains de la ville de l'amour fraternel grâce à ses spin moves signature ou son shake and bake. Lorsqu'il rentre à la petite fac de Winston-Salem, même histoire, même domination. Le gars tourne à 40 points par match lors de la saison 1966-1967 et l'équipe est même obligée de changer de salle pour pouvoir accueillir tous les fans voulant voir The Pearl à l'œuvre. Drafté ensuite par les Bullets, le mec score 56 points en un match lors de sa
première saison et est logiquement élu Rookie of the Year. Walt Frazier, son rival de début de carrière dont on parlera plus tard, disait que le seul moyen de le stopper c'était de le mettre KO. C'est ainsi que Monroe mène ses Bullets jusqu'en finale NBA en 1971 avant d'être transféré vers New York à sa demande l'année suivante pour rejoindre Frazier justement. Ouais, jusque-là, celui qu'on surnommait la perle brillait mais n'était perçu que comme un soliste, ne pensant qu'à ses points et qui était incapable de s'intégrer à un collectif. Sauf qu'aux côtés de son ancien meilleur ennemi, le gars a finalement trouvé sa place dans la grosse pomme. Le backcourt Monroe-Frazier devient alors l'un des meilleurs de toute la ligue, accède au final NBA en 1972 et remporte le titre en 1973. Boum. Comment faire mieux pour fermer des bouches? Ensuite, malgré quelques bonnes saisons à plus de 20 points par match du côté de New York, Monroe ne dépasse plus jamais le stade des finales de conférence. Il faut dire que le départ à la retraite de Willis Reed mais aussi le transfert de Walt Frazier avait laissé un grand vide du côté des Knicks. Ce que je retiendrai principalement de Earl Monroe, c'est que c'est l'un des premiers meneurs street à vraiment briller en NBA. Le gars faisait se lever les foules, avait un talent inné en 1 contre 1 et est devenu une vraie légende du Madison Square Garden et des playgrounds de Philadelphie. Croyez-moi, rares sont ceux qui ont réussi à s'en sortir dans ces endroits mythiques tant les attentes et la concurrence y sont présentes. Pour moi, pas de débat, ça classe un homme. En place numéro 59, parlons désormais d'un joueur actuel, Giannis Antetokounmpo. Beaucoup ont été très étonnés de le voir classé si vite, si haut, avec une question qui revenait en boucle. T'es sûr que tu le classerais là si sa carrière s'arrêtait aujourd'hui? Eh bien ma réponse est oui, je vais vous expliquer pourquoi. En à peine 7 saisons, le freak a progressé à une vitesse folle. MIP puis MVP, il était encore complètement en course pour remporter ce trophée une nouvelle fois avant que la saison ne se stoppe cette année. Mais en fait, ce qui me paraît fou chez lui, c'est sa faculté à briller des deux côtés du terrain. Aussi bien l'an dernier que cette année, Giannis était également complètement dans la course pour obtenir le trophée de meilleur défenseur. Comment veux-tu dominer davantage? Cette saison, le gars n'était qu'à 0,3 points et 1,4 rebonds de tourner en 30-15. La dernière fois qu'un joueur a fait ça, c'était Bob McAdoo il y a presque 50 ans. Vous imaginez le truc? Alors bien sûr, vous allez me dire qu'il n'a jamais remporté de bague et n'a même jamais atteint les finales. Vous avez raison. N'empêche que depuis 2 saisons, les Bucks ont le meilleur bilan de la ligue et c'est déjà très lourd. Au vu des statistiques du grec et de sa domination des deux côtés du terrain, donnez-lui une bague et il peut prétendre directement au top 40 selon moi, peut-être même mieux. Cet accomplissement ultime est aujourd'hui, je pense, déjà tout ce qu'il lui manque pour appartenir à l'élite de l'histoire de la NBA. En numéro 58, voilà un joueur que j'adore, Al Greer. Coéquipier modèle et ultra complémentaire de Wilt Chamberlain en 1967 lorsque les Sixers ont remporté le titre, l'arrière était à son époque considéré comme l'un des meilleurs shooters que la NBA n'ait jamais connu. Scoreur par essence, il était le lieutenant parfait, terminant 8 de ses 15 saisons à plus de 20 points par match sous le maillot des Nationals qui devinrent les Sixers en 1963. Il pourra avoir la fierté d'avoir remporté le seul titre qui n'a pas été attribué aux Celtics entre 1959 et 1969. Vous imaginez comment c'est huge? Lors de la finale 1967, il termina d'ailleurs meilleur marqueur de sa team avec plus de 26 points par match. Si le trophée de MVP des finales avait existé à l'époque, il aurait clairement pu revenir à Al Greer. Perso, moi je me rappellerai surtout qu'il a été fidèle à la même équipe pendant ses 15 ans de carrière, mais aussi de sa technique toute particulière pour shooter des lancers francs en sautant. Quoi qu'il arrive, impossible de nier aujourd'hui que le natif d'Huntington est l'un des grands noms de la si riche histoire de la ville de Philadelphie. En place numéro 57 vient Carmelo Anthony. Lui aussi, comme tous les joueurs actuels que je classe en fait, a suscité des tas de questions. Beaucoup ont peut-être un regard sévère sur l'ailier au vu de sa fin de carrière chaotique et beaucoup l'imaginaient classé beaucoup plus bas que moi. Pourtant, je me dis que si l'on regarde les choses avec une vision la plus globale possible, Melo mérite clairement sa place dans le top 60. Rappelez-vous comment il était inarrêtable dans son prime à Denver ou à New York. Puissant et adroit, il était capable de mettre des points sur la tête de n'importe quel défenseur grâce à son jab step, son jeu au poste et ses turnaround jumpers. Meilleur scoreur de la ligue en 2013, il compte également 10 sélections au All-Star Game et reste pour moi l'un des tout meilleurs joueurs que la FIBA n'ait jamais connu. Le gars est le seul basketteur américain à détenir 4 médailles olympiques dont 3 en or et est encore à ce jour le meilleur scoreur all-time de Team USA au JO. Ses 37 points en seulement 14 minutes face au Nigeria en 2012 me donnent encore des frissons rien qu'à les évoquer. Ajoutez à ça son actuelle 17ème place au classement des meilleurs scoreurs all-time de la NBA et vous comprendrez, je l'espère, pourquoi je l'ai classé là. Dommage aussi pour lui qu'il n'ait jamais pu passer le stade des finales de conférence dans la Grande Ligue. Sans ça, je pense qu'un top 50 aurait clairement été envisageable. En numéro 56, après Monroe et Melo, voici un autre joueur qui a marqué les Knicks en la personne de Bernard King, le roi de Big Apple. Dans les années 80, mis à part peut-être Julius Erving, peu de monde était capable de rivaliser avec les qualités athlétiques de l'ailier. Le gars tracé en contre-attaque et sa longueur le rendait presque
presque inarrêtable, cela a fait de lui l'un des plus gros scoreurs de son époque. En 1984, il devint le seul joueur depuis Rick Barry, 17 ans plus tôt, à enchaîner 2 matchs de suite à plus de 50 points. Quelques mois plus tard, il s'empare du record de points du Christmas Day au Madison Square Garden avec 60 et termine la saison en tant que meilleur scoreur de la ligue avec 32 unités de moyenne. Pour beaucoup, King aurait même mérité le trophée de MVP à la place de Larry Bird cette saison-là. Bon, ce n'est pas mon avis vu que les Knicks ne se qualifièrent même pas pour les playoffs, mais quand même. Par contre, la tuile, alors que Pat Ewing débarque à New York, King se fait les croiser. Il n'aura en tout et pour tout joué que 6 rencontres avec 2 Beasts, alors que j'en suis sûr, ce duo aurait pu faire des étincelles. Bernard file ensuite vers Washington et y fait quelques cartons, sauf que ses qualités athlétiques sont désormais loin derrière lui. Pour être complet, notons que le natif de Brooklyn aura connu beaucoup d'instabilité pendant toute sa vie. Des problèmes extrasportifs, des histoires d'agression sexuelle, des soucis avec l'alcool, avec la cocaïne. Quand enfin il semblait ultra concentré sur le basket sous le maillot des Knicks, c'est son genou qui a cédé. Toutes ces aventures et peut-être le fait qu'il ne défendait pas vraiment beaucoup lui ont probablement valu de ne connaître que peu de succès collectif dans sa carrière. Au final, jamais il n'a dépassé le stade des demi-finales de conférence. C'est dommage parce qu'au final, soyez-en sûrs, avec Bernard King, on avait un joyau à l'état pur qui aurait pu se retrouver classé bien plus haut dans mon top 100 all-time. Pour la place numéro 55, parlons de Bill Walton. Je vous demandais de rester pisse en début de vidéo et le plus hippie de tous les joueurs de l'histoire de la NBA va vous y aider. Mais ne vous fiez pas seulement au look de babos du Californien qui militait activement contre la guerre au Vietnam, car sans ses pieds d'argile, Bill Walton aurait pu être l'un des pivots les plus dominants de toute l'histoire de la Grande Ligue. Star de la fac du UCLA, avec laquelle il remporta 2 titres, il y développa une relation très forte avec son coach John Wooden qui le considérait comme son fils par adoption. Petite anecdote, les deux se prenaient régulièrement la tête pour que le grand dadé coupe ses longs cheveux roux. Walton a bien voulu céder quelques fois, mais ça a été compliqué, paraît-il. Choisi ensuite avec le premier choix de la draft 1974 par les Blazers, le pivot est très attendu, mais connaît des débuts difficiles. Végétarien et militant, il dénote avec le stéréotype du joueur NBA et peine à s'intégrer parmi ses coéquipiers. Les blessures qu'il commence à connaître ne l'aident d'ailleurs pas beaucoup. Heureusement, l'arrivée du légendaire Jack Ramsey au coaching, mais aussi du talentueux ailier fort Maurice Lucas vont changer la donne. En 1977, Portland se qualifie enfin pour les playoffs et accède même au final. Là, mené 2-0 par les Sixers, il renverse la tendance pour s'imposer finalement 4-2 grâce à un Bill Walton en démonstration. 20 points, 23 rebonds, 7 passes décisives et 8 contres lors du 6e et dernier game. Qu'est-ce que tu veux faire de plus? C'est logiquement qu'il est élu MVP des finales. Tout ça recommence de la même façon la saison suivante avec un départ sur les chapeaux de roue pour lui. Mais après 58 rencontres, une fracture à la cheville l'éloigne des parquets pour une durée indéterminée. Aïe, il remporte quand même le trophée de MVP, mais ce n'est pas le plus important. Le gars n'arrive pas à se rééduquer et en 4 ans il ne jouera que 14 matchs. Plus personne ne croit alors en la suite de la carrière du pivot. Et c'est vrai que c'est compliqué. Après un bref passage par les Clippers, il se prend un gros stop par les Lakers et décide finalement de partir de l'autre côté du pays pour enfiler la tunique des Celtics. Grand bien lui fait. Ses pieds le laissent enfin tranquille, il est élu meilleur 6e homme de la saison et remporte même un second titre NBA auprès de Larry Bird et des siens. Malheureusement, cette embellie ne durera pas longtemps. Sa cheville lâche encore la saison suivante et Bill Walton décide finalement de raccrocher les baskets. Alors ouais, la carrière du grand rouquin aura carrément été frustrante. Ceci dit, dites-vous bien que lors des 3 seules saisons où il a pu disputer plus de 60 matchs, 2 fois il a terminé champion. Pour être honnête, je fais partie des gens persuadés que sans tous ces pépins physiques, Bill Walton aurait pu faire partie peut-être du top 20 all-time. Mais bon, la vie en a décidé autrement et clairement, je ne vais pas faire mes choix sur des what if. Vient maintenant un autre grand rouquin qui lui a connu plus de chance avec son corps, Dave Cowens. Lui, toute sa carrière, il aura porté le maillot des Celtics, enfin presque. À 34 ans, après avoir passé 2 saisons loin des parquets, il fera une demi-saison sous le maillot des Bucks. Honnêtement, c'est pas le meilleur moment de sa carrière et je préfère l'oublier. Par contre, dans les années 70, le mec dominait réellement au sein de la Maison Verte. Son trio avec Jojo White et John Havlicek était juste inarrêtable. Ultra complet, le gaucher était capable de remplir toutes les cases, en attaque comme en défense. Ça lui a valu d'être Rookie of the Year en 1971, puis MVP en 1973, avant d'être champion NBA en 1974 face aux Bucks d'Oscar Robertson et de Karim Abdul-Jabbar. Vous commencez à le sentir que je vous présente du lourd là? En suivant, il remporte un autre titre 2 ans plus tard, et même si c'est son pote Jojo White qui glane le trophée de MVP des finales, Dave Cowens n'a pas à rougir. Ouais, vous en connaissez beaucoup, vous, des gars qui sont capables de tourner à plus de 20 points et 16 rebonds sur une série si importante, moi non. Ce que j'aime en plus, c'est que le gars a réussi à perdurer au plus haut niveau. En 1978, alors qu'il approche de ses 30 ans, il termine meilleur scoreur, meilleur rebondeur et meilleur passeur de son équipe. Lourd. Il terminera ensuite sa carrière comme coach-joueur, puis comme coach tout court, mais ne connaîtra pas autant de succès en tant que tacticien qu'avec les baskets aux pieds. Pas grave, car tout ce qu'il a fait en 10 ans chez les Celtics est déjà tout à fait épique. Merci pour cette belle carrière, Dave.
Pour la place 53, partons de l'autre côté des États-Unis vers Los Angeles pour évoquer James Worthy. Encore un gars qui aura passé toute sa carrière en portant le même maillot. Au cas où vous ne l'auriez pas compris encore, c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement. Déjà, faut savoir que bien avant d'arriver aux Lakers, l'ailier était une légende. Ouais, une légende de la NCAA qui en 1982 remportait le titre universitaire sous les couleurs de North Carolina accompagné d'un certain Michael Jordan. C'était le début d'un grand truc, car à partir de là, le succès ne l'a plus jamais quitté. Worthy est choisi avec le first pick par les Lakers, rejoint Magic Johnson et Kareem Abdul-Jabbar et accédera au final NBA 3 fois de suite lors de ses 3 premières années dans la Grande Ligue avec un premier titre remporté dès 1985. 2 ans plus tard, rebelote, l'ailier remporte un deuxième titre et améliore encore sa légende. Sauf que la véritable apothéose arrivera en 1988. En finale face aux Pistons, les Lakers s'imposent en 7 matchs grâce à un Big Game James de gala. 36 points, 16 rebonds et 10 passes pour lui lors de l'ultime rencontre. Pas de surprise, c'est incroyable et ces chiffres le mèneront jusqu'au trophée de MVP des finales. Et si forcément je me rappelle de tous ses exploits avec beaucoup d'émotion, le rôle qu'il aura joué dans Star Trek, la série préférée de mon père, m'aura presque autant marqué que sa carrière. Health and Safety Inspection. Place 52 maintenant et évoquons Reggie Miller, le Madison Square Garden Killer. Alors ok, le gars n'a disputé dans sa vie qu'une seule finale NBA en 2000 perdue face aux Lakers. Ok, il n'a quasiment aucune récompense individuelle si l'on compare son palmarès à d'autres. Et pourtant, quel homme lors des playoffs, c'était juste son moment. Il se transcendait dans les matchs importants, rentrait les shoots clutch et pouvait imposer le silence à toute une salle, un vrai climatiseur. Le gars est à la fois l'un des meilleurs shooters, l'un des plus clutch, mais aussi l'un des plus teigneux que la NBA n'ait jamais connu. Les moments légendaires en post-season, il les collectionne. Ses 25 points dans le 4ème quart-temps avec son choke sign face aux Knicks de Spike Lee en 1994. Ses 8 points en 9 secondes face à ces mêmes Knicks l'année suivante. Son shoot ultra clutch au nez et à la barbe de Michael Jordan lors des finales conférence 1998. Tout ça, c'est juste épique. Aujourd'hui, dans l'histoire de la NBA, seul Ray Allen a mis plus de tirs primés que lui. Vous commencez à comprendre pourquoi je l'ai placé si haut? Ce que j'apprécie énormément aussi chez lui, c'est que le gars n'est pas parti avec les meilleures bases. Gamin, il avait un physique de fil de fer, avait des problèmes osseux à la hanche, a porté des attelles aux jambes pendant toute son enfance et était clairement le moins talentueux de sa fratrie. D'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas Cheryl Miller, sa grande sœur, je vous invite à aller checker Google. En tout cas, toutes ces mésaventures ont poussé Reggie Miller à bosser comme un taré pour devenir une légende lui aussi. C'est réussi. Et en plus, vous savez quoi? Il est également un gars qui a passé toute sa carrière sous le même maillot. Allez, c'est l'heure de la place 51 et pour cette position, évoquons un nouveau gars dont le sang coule vert, Paul Pierce. Lui a clairement marqué les années 2000 des Celtics en devenant sans conteste le franchise player. Puis bon, faut dire qu'il revient de loin aussi. Lors de l'été 2000, à la sortie d'un bar, l'ailier se prenait 11 coups de couteau dans le dos. Le truc qui lui a sauvé la vie, c'est l'épaisseur de sa veste en cuir. Je me rappelle avoir croisé Polo torse nu dans les vestiaires des Wizards lors des Christmas Games en 2014. Je peux vous dire que même si maintenant il a le dos tout tatoué, il garde de sacrées cicatrices. Mais bref, si l'on fait le bilan de son début de carrière à Boston et que je dois admettre qu'il a connu quelques bons parcours en post-season et que son duo avec Antoine Walker faisait des étincelles, je ne peux pas dire que ce moment représente le meilleur de l'histoire des Seas. En exemple, je veux prendre la saison 2005-2006 après le départ de Walker. Pierce fait une énorme saison à quasiment 27 points par match, mais Boston n'accède plus aux playoffs, c'est problématique. Heureusement pour lui, en 2007, les arrivées combinées de Ray Allen et Kevin Garnett vont bien aider à changer les choses. C'est ainsi que The Truth et les Celtics remportent directement le titre en 2008 avec un Pierce MVP des finales avant d'échouer 2 ans plus tard face aux Lakers dans une série épique jouée en 7 matchs. Polo avait besoin de coéquipiers de valeur pour briller et il a montré que lorsque les conditions étaient réunies, il pouvait gagner. Ça montre qu'il est un très grand joueur. Dommage que ce ne soit pas arrivé plus tôt, parce qu'avec un palmarès un poil plus fourni, je me dis, il aurait pu largement accéder au top 50 de mon top 100 all-time. Pour aborder ce top 50 d'ailleurs, j'invite Chris Paul à ouvrir le bal. Ouais, outre les pictos que vous pouvez voir là-haut, dites-vous que le gars a terminé 6 saisons en étant le meilleur intercepteur de la ligue et 4 en étant le meilleur passeur. C'est huge. Accompagné par Blake Griffin et DeAndre Jordan chez les Clippers de Lob City, il a activement participé à l'une des plus grandes époques, si ce n'est la plus grande époque all-time de la franchise californienne. Avec plusieurs saisons à plus de 20 points et 10 passes de moyenne, Chris Paul a prouvé qu'il était un génie du playmaking. Alors après, avec son caractère nerveux, limite capricieux, je peux comprendre qu'il puisse déplaire. Mais au moins, tu ne peux pas douter sur le fait que l'esprit de compétition, il le possède. Quand on lui file les clés, ce qui ne fut pas le cas à Houston, il est tout à fait capable de porter une équipe vers la win. C'est d'ailleurs encore le cas cette année à OKC au sein d'un roster que très peu imaginaient pouvoir accéder aux playoffs en début d'année. Le gars a 34 ans et pourtant il est toujours aussi efficace. Chef d'orchestre par excellence, il adore être aux commandes. Ce n'est d'ailleurs pas par hasard à mon avis s'il est président de l'association des joueurs. Il fait partie de ces mecs qui avec une bague ou deux autour des doigts auraient pu finir bien plus haut dans mon classement all-time.
Pour la place 49, voici un joueur que j'adore et pourtant, qu'est-ce que je me dispute avec vous à son sujet? Je veux bien entendu parler de Gary Payton, meneur de jeu hors pair, notamment connu pour son excellent passage sous le maillot des Seattle Supersonics. Alors je l'entends complètement, le mec est l'un des meilleurs stoppers au périmètre de toute l'histoire. Il a remporté un trophée de défenseur de l'année, a déjà dominé la ligue dans la statistique des interceptions et est peut-être le trash talker ultime. Il fait partie des rares défenseurs ayant réussi à pousser Michael Jordan dans ses retranchements. Mais ce que je tiens à préciser, c'est qu'en plus de ça, il n'était pas qu'un bulldog. Lui aussi était un vrai général sur le parquet, capable de distribuer mais aussi de marquer des points en créant son shoot. Il fut l'un des deux acteurs principaux du Sonic Boom et a même remporté une bague en fin de carrière dans un rôle intéressant de remplaçant à Miami. Mais honnêtement, comparez tout ça aux accomplissements de joueurs que je viens d'évoquer. Prenons une époque plus lointaine et parlons de Bill Walton, Dave Cowens ou James Worthy par exemple. Vous pensez vraiment qu'Igary mérite d'être classé beaucoup plus haut qu'eux? Perso, je ne crois pas, je ne veux rien lui enlever, mais j'ai l'impression qu'il est beaucoup surcoté par les kids, notamment en raison de son côté trash talker. Ses meilleures saisons individuelles, il les a faites à Seattle après le départ de Kemp, époque où The Glove est devenu un vrai franchise player, compilant même des stats proches de 24 points et 9 passes par rencontre. Mais dois-je vous rappeler qu'à cette époque, il n'a jamais passé un second tour de playoff et a même manqué la post-season à 2 reprises? Alors ouais, ça peut donner l'impression que je suis un hater et que je descends le meneur gratuitement. Ce n'est pas le cas, je vous promets, et ce n'est clairement pas le but. Rappelez-vous qu'être classé 49 all-time, c'est énorme, épique, légendaire, tout ce que vous voulez au vu de la concurrence qu'il y a. Mais désolé pour ses fans, JP ne mérite pas, selon moi, d'être classé plus haut que cette place de choix. Place 48 désormais, et je veux parler de Wes Unseld. Rookie of the Year et MVP la même année, seul Wilt Chamberlain dans l'histoire a également réussi à faire ça. Bon, pour moi honnêtement, ces deux trophées auraient dû revenir à Elvin Hayes, mais peu importe. C'est bel et bien l'intérieur des boulettes, ce qui peut les compter dans son palmarès. Ce que j'aime, c'est que le gars ne mesurait que 2,01 m, ce qui est petit pour un pivot, et pourtant, lourd de ses 115 kg, il était impossible à bouger dans la raquette. Mais détrompez-vous, il était bien plus qu'un simple balourd. Unseld était polyvalent, technique et possédait une excellente vision de jeu. Au final, ce que je retiendrai particulièrement, c'est l'impact qu'il a eu sur les Bullets dès son arrivée. Le White Dew a transformé ses Bullets habitués au fin fond du classement en une équipe prétendante aux playoffs chaque année. En 1971, soit seulement 3 ans après l'arrivée d'Unseld, ils arrivèrent même jusqu'au final NBA. En 1975, ce fut à nouveau le cas, mais encore une fois, l'équipe de la capitale fut sweepée. Il faut donc attendre 1978 pour voir le pivot lever le trophée ultime aux côtés de son ex-rival Elvin Hayes depuis débarqué à Washington. Unseld s'en sort alors avec la distinction de MVP des finales suite à une série en 7 matchs marathon de 18 jours appartenant aux plus belles que l'histoire ne nous ait jamais offertes. Alors ouais, les années 70 peuvent paraître très éloignées pour certains, mais retenez que niveau légende, Unseld se classe très haut. Pour la place 47, on va parler d'un winner, un vrai Sam Jones. Regardez le nombre de titres qu'il a remportés en NBA. 10, ouais 10. Alors bien sûr, lorsque l'on tente de se remémorer qui appartenait à ces Celtics légendaires des 60s, on pense tout d'abord à Bill Russell. Et pourtant ce serait un énorme manque de respect envers Sam Jones que d'oublier son nom. Et pourtant, si vous connaissiez le nombre de gens qui ont tendance à le zapper, dévoué au collectif, l'arrière se fit une spécialité des shoots décisifs avec la planche. Avant même Jerry West, c'était lui le premier Mr. Clutch et son bank shot représentait réellement sa signature. En vrai, ce que les gens oublient, c'est que le coach légendaire Red Auerbach adorait appeler des systèmes pour lui. D'ailleurs, à partir de 1963, la première option de cette team des Celtics n'était pas Bill Russell, ce n'était pas John Havlicek, c'était bien Sam Jones. Le mec est un winner parmi les winners qui très souvent se retrouvent sous-coté. Il ne lui manque peut-être que de vraies récompenses individuelles pour pouvoir réellement envisager de tutoyer les sommets de mon classement. Et maintenant, encore un joueur d'Enix avec la place 46 que j'attribue à Willis Reed. Vous devez le savoir, la franchise new-yorkaise n'a remporté que 2 titres dans son histoire. Et les 2 fois, qui était MVP des finales, je vous le donne en 1000, Willis Reed. Le mec était un incroyable défenseur, tout autant capable de mettre sa vingtaine de points par rencontre. Ce que j'apprécie particulièrement en plus chez lui, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait un match important, il savait step up son niveau de jeu. Quand arrivent les playoffs, c'est souvent la marque des plus grands. D'ailleurs, l'histoire de son premier titre, notamment, elle mérite d'être racontée. 1970, les Knicks mènent 3 rencontres à 2 face aux Lakers de Wilt Chamberlain. Ils ne sont donc plus qu'à une seule victoire du sacre suprême. Sauf que gros fail, Reed se blesse et il ne peut pas disputer le match 6. Il regarde alors impuissant depuis le banc les siens prendre une grosse dérouille. Wilt termine la rencontre à 45 points et 27 rebonds et plus personne n'est prêt à parier un seul copec sur la franchise new-yorkaise. Mais le jour du match 7, alors que personne ne l'attendait, qui est-ce qui sort du vestiaire en boitillant? Willis Reed. Il marque les 4 premiers points du match et surtout nous sort une énorme défense sur le Big Dipper. Alors même si Reed ne scorera plus ensuite, il aura donné aussi un énorme coup de boost psychologique pour prendre le dessus avant même la mi-temps sur les Angelinos. Cette histoire, elle a fait le tour du monde. Ce jour-là, Willis Reed est définitivement entré dans la légende des Knicks, mais aussi de la NBA.
Parlons désormais pour la place numéro 45 de la première superstar que la NBA n'ait jamais connue, George Mikan. Du haut de ses 2,08 m, le mec était un freak pour l'époque et dominait tous ceux qui se mettaient en travers de son chemin. La règle des contres en phase descendante, c'est à cause de lui qu'elle a été mise en place. Bah ouais, sans ça, le numéro 99 des Minneapolis Lakers déviait tous les ballons. Surnommé Goliath, Mikan explosait tout et pouvait même se permettre d'exceller sans courir comme il le fit lors des playoffs 1951 avec sa jambe cassée. Puis d'autres règles encore firent leur apparition pour éviter que le pivot casse tout le suspense. Les dirigeants décidèrent d'élargir la raquette pour éviter qu'il squatte trop dedans ou même de créer l'horloge des 24 secondes. L'anecdote à ce sujet est d'ailleurs assez folle. Les Lakers affrontaient les Pistons qui réussirent à prendre l'avantage 19-18 à un moment du match. Là, chose incroyable, ils décidèrent de ne plus shooter, préférant jouer à la passe à 10 le temps que le chrono s'écoule. Ça a duré de très longues minutes. On peut encore se rappeler de ce match comme le moins prolifique de toute l'histoire de la NBA. Le score est resté à 19-18 et le spectacle qui en est ressorti était ridicule. Voilà pourquoi cette fameuse horloge des 24 secondes est arrivée. En bref, cette domination aura permis à Mikan d'être 5 fois champion sur une carrière longue de seulement 7 ans, une vraie superstar je vous dis. S'il avait eu une fin de carrière moins prématurée à l'âge de 31 ans ou s'il avait eu plus d'adversaires à son niveau, je pense que George Mikan aurait vraiment pu viser un top 10 dans mon classement. Tout à l'heure, quand je vous parlais de Wes Unseld, j'avais lâché le nom d'Elvin Hayes. Et oui, ce gars qui lui aussi aurait pu être Rookie of the Year et MVP la même année. Cet intérieur devenu par la suite le partner in crime de son ancien rival pour remporter ce fameux titre de 1978. Pour moi, ces deux joueurs seront liés à vie. Et si je mets Hayes devant Unseld malgré le palmarès individuel plus important du deuxième cité, c'est pour une raison simple. Le prime d'Elvin a duré beaucoup plus longtemps. 11 sélections All-Star contre 5, 6 nominations dans les teams All-NBA contre une seule, 2 All-Defensive Teams contre 0, 10 saisons à plus de 20 points de moyenne contre aucune, sachant qu'en plus de ça, les deux faisaient des performances tout aussi exceptionnelles les unes que les autres au rebond. Tout ça, ça rattrape amplement un trophée de MVP que Elvin Hayes méritait, je pense, tout autant. Ajoutons à ça sa performance légendaire à la fac pour tenir Karim Abdul-Jabbar, autrefois appelé Lou Alcindor, à seulement 15 points et stopper la série de 47 victoires consécutives de la fac d'UCLA et vous comprendrez pourquoi le Big E a autant de fame. C'est donc sans trop d'hésitation que je lui file la 44e place de mon classement all-time. C'est l'heure de dévoiler ma place 43 que j'accorde à l'excellent George Gervin. Le gars fait partie de ces rares joueurs qui ont encore plus brillé en NBA qu'en ABA. Et pourtant, une droite balancée à la fac lui a valu 1 an de suspension et un renvoi de l'équipe nationale américaine. Ça a failli lui coûter sa carrière. Ouf, il n'en a rien été et George Gervin en a profité pour devenir une légende de l'histoire des San Antonio Spurs. Il était un scoreur hors pair, ayant dominé la ligue sur 4 années dans ce secteur et était capable de mystifier toute la ligue grâce à ses longs bras et son finger roll signature. Son physique hyper grand et fin de 2 mètres et 77 kg était ultra particulier, mais il savait l'utiliser à son avantage, croyez-moi. Moi, je me rappellerai surtout de son parcours en 1982. Le Iceman a sorti une campagne après 33 points par match et emmena une team texane pourtant peu glorieuse jusqu'au final de conférence. Autre moment légendaire en 1979, lorsqu'encore une fois, les Spurs échouèrent aux portes des finales. Si San Antonio fut éliminé en 7 matchs par les Bullets, il était impossible d'en vouloir à Gervin qui avait tout fait pour tenter de qualifier son équipe lors du match ultime. 42 points à son compteur dans une défaite de seulement 2 points, c'est passé très près. Dommage en fait que durant son prime, il n'ait jamais connu de meilleur coéquipier que Larry Cannon ou encore des James Silas ou des Louis Dampier en fin de parcours. Sa légende, sans aucun doute, aurait été bien plus importante avec quelques bagues autour des doigts. Place numéro 42 désormais avec Dominique Wilkins de Human Highlight Film. Avant tout considéré comme un énorme dunker qui a remporté 2 slam dunk contests et qui aurait même pu faire le triplé si Michael Jordan ne l'avait pas volé en 1988, l'ailier né à Paris était beaucoup plus que ça. Star des Hawks auquel il a été fidèle pendant 12 ans, il n'aura finalement connu que peu de longs parcours en playoff. Pourtant, il est un scoreur exceptionnel qui a carrément réussi à marquer la post-season de son empreinte. Le plus bel exemple se situe lors de la demi-finale de conférence 1988, lorsque Dominique Wilkins et Larry Bird se lancent dans un duel épique qui tournera finalement en faveur des Celtics en 7 matchs. Mais moi, dans cette série, c'est la perf de dos que je retiens. 32 points de moyenne et 47 points dans la rencontre ultime. Pour lui aussi, il s'est passé très près. Notons qu'une sale rupture du tendon d'Achille l'a empêché de participer à la fameuse Dream Team de Barcelone en 1992 et que c'est bien dommage. Notons cependant également qu'il est le seul joueur de l'histoire à avoir réussi à revenir à son niveau d'origine après une telle blessure. On verra si Kevin Durant réussit à en faire autant. Il finira sa carrière en enchaînant plusieurs rôles dans différentes
différentes équipes NBA mais aussi en Europe. Cela lui vaudra de tout rafler à 34 ans sous les couleurs du Panathinaikos en Grèce. Vainqueur de l'Euroleague, MVP du Final Four, meilleur scoreur du championnat, vainqueur et MVP de la Coupe nationale, MVP du All-Star Game, tout ça en une seule saison. Le monde entier se rappellera de lui comme l'un des scoreurs les plus athlétiques que la NBA ou l'Europe n'ait jamais connu. Je ne peux donc que témoigner beaucoup de respect envers l'immense joueur qu'était Dominique Wilkins. Enfin, pour en terminer avec aujourd'hui, je vous parle de Walt Frazier que j'ai décidé de classer à la 41e place. Vous vous rappelez tout à l'heure de l'histoire de Willis Reed qui fut élu MVP des finales après son retour de blessure providentielle? Eh bien, si je veux être honnête et que je mettais un petit peu les belles histoires de côté, ce n'est pas à lui que je l'aurais donné ce trophée. Parce que ouais, le vrai gars qui a porté les Knicks pendant cette finale et notamment lors du Game 7, c'était bien Walt Frazier. 39 points, 19 passes décisives, 7 rebonds et une action mythique sur Jerry West pour offrir le premier titre de l'histoire des Knicks face aux Lakers dans un Madison Square Garden surchauffé, c'est légendaire. Mais ce serait limitant de ne se rappeler de Frazier que pour ça. Walt était un artiste sur le terrain avec une vision de jeu exceptionnelle. S'il est le meilleur passeur de l'histoire des Knicks, je me souviendrai aussi de lui pour sa défense sur l'homme étouffante. Le mec était capable de rentrer dans la tête des attaquants adverses qui clairement bégayaient quand il se retrouvait en face de celui qui devait son surnom à Clyde Barrow. Pour moi, même si l'on parle peut-être un peu moins de lui, il est une légende encore plus exceptionnelle que son ex-coéquipier Willis Reed, c'est pour ça que je l'ai classé devant. Avec son air constamment détendu, Frazier était un réel cerveau, sans qui le pivot n'aurait probablement pas autant brillé. Et dire qu'à l'époque il se destinait à une carrière dans le football américain. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la ségrégation raciale, qui était alors terrible, l'empêcha de jouer à son poste de prédilection, qui était celui de quarterback. Voilà pourquoi il décida de se tourner vers le basket. Comme quoi, même dans certaines tragédies, il est possible de voir un peu de ciel bleu. Chapeau pour tout ce que tu as accompli, l'artiste. Voilà pour ce qui est de mes joueurs classés de la place 100 à la place 41, voilà pour ce qui est de mon 3e opus de mon top 100 all-time. Encore une fois, je vous mets le récap ici si vous voulez comparer avec le vôtre. Vraiment, il y a eu tout un paquet de gars hyper difficiles à classer, mais je suis réellement content de voir le rendu. Puis ce qui est cool, c'est que plus ça va aller et plus on va évoquer du lourd. Le meilleur est à venir, vraiment. Là, je vous le dis tout de suite, ça va plus rigoler. Mais bref, comme d'habitude, je ne vous laisse pas sans faire une place à votre rubrique. Aujourd'hui, comme promis, c'est un abonnement découverte de 3 mois au magazine Basket Le Mag que je vais offrir à 2 d'entre vous. Leur numéro du mois d'avril vient de sortir et honnêtement, il est très intéressant. Vous pourrez y trouver un méga dossier permettant de faire un état des lieux actuel du basket français. Pour ça, la plupart des grands médias se mouillent. Entre autres, Vincent Duluc de L'Équipe, David Malarme de France Télévisions, Thomas Vilches de beIN, Pierre Ménès de Canal+, et même Bastien Fontagneux de Trash Talk. Comme d'hab, le dossier est précis, approfondi et hyper bien documenté. Mais ça, vous le savez, vous avez l'habitude, c'est un peu la signature de Basket Le Mag. En tout cas, vous imaginez bien que les 2 abonnements, je vais pas vous les filer comme ça. Pour avoir une chance d'être tiré au sort, il faudra avant tout me prouver votre valeur en répondant à une question. La voici. Quel joueur français en NBA détient la meilleure moyenne de points sur la saison 2019-2020 avant qu'elle soit suspendue en raison du coronavirus? Vous avez la réponse, mettez-la en commentaire. Ça vous permettra d'avoir une chance d'être l'un des 2 grands gagnants que j'annoncerai dans une vidéo de la semaine prochaine. D'ailleurs, pour ne pas la manquer, je vous invite carrément à écouter ce que Thomas Anquier a à vous dire. Mais avant tout, vous le connaissez? Thomas Anquier, c'est un ailier de 18 ans qui évolue chez les Espoirs à Strasbourg. Très talentueux, il a pu sortir quelques grosses perfs comme son match à 31 déval face au CSP en février dernier. Mais ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est qu'on sent qu'il s'amuse sur un terrain de basket. Il y a certaines actions de sa part, franchement, c'est du gros spectacle. Je vous invite à aller voir ses highlights et à le suivre sur Instagram si vous ne le connaissez pas, c'est du lourd. Mais bref, revenons sur ce qu'il a à dire. Thomas, c'est à toi. Salut à tous, Thomas Anquier, abonnez-vous à la chaîne du 6ème homme. Et ouais les gens, faites comme il dit, abonnez-vous à la chaîne. Et surtout, activez la cloche pour recevoir les notifications et être sûr de ne rien manquer. Je vous promets que je vais faire mon max pour vous proposer des vidéos super cool en cette période de confinement, donc ne restez pas loin. En tout cas, si vous voulez garder un lien avec l'actu, participer à des quiz ou débattre avec la commu, vous le savez, c'est sur Basket Info et Discord que ça se passe. Je mettrai bien sûr les liens de tout ça en description aussi. Et enfin, pour finir, les bails, vous les connaissez. Si comme moi, vous préférez faire l'amour que la guerre et que vous n'avez rien contre mes blasphèmes, je vous invite à mettre un gros pouce bleu en dessous de cette vidéo. Vous, ça ne vous prendra qu'une seconde et moi, ça me permettra d'avancer un peu plus vers mon objectif qui est de vivre du basket. Chaque clic est un pas supplémentaire, alors je compte vraiment sur vous. C'est pigé? À très vite. Launch your weapon.